Alors, bienvenue dans cette partie sur l'avantage statistique, donc toujours dans la stratégie TradingRange. Donc pour rappel, on l'a vu dans l'introduction, enfin en tout cas dans le préambule, l'avantage statistique c'est donc lié à l'espérance de gain, et une stratégie justement, qu'est-ce que c'est? Ben, c'est l'ensemble des méthodologies pour maximiser ses chances de gagner, et donc pour maximiser son espérance de gain. Donc je rappelle le calcul de l'espérance de gain. L'espérance de gain c'est le pourcentage de taux de réussite multiplié par P moins le pourcentage de taux de perte. Alors vous allez me dire vite fait parce que tout à l'heure l'espérance de gain c'était pourcentage de taux de réussite multiplié par ce que l'on s'attend à gagner, enfin ce que l'on peut gagner, moins pourcentage de taux de perte multiplié par ce que l'on va perdre. Alors on simplifie la formule pour que ce soit plus rapide et donc on écrit comme ça. Alors qu'est-ce que c'est que P? C'est très simple. P c'est tout simplement le... Alors il y a deux possibilités. Soit c'est le gain moyen divisé par la perte moyenne, ce qu'on appelle le payoff ratio. Hein, je vous en ai parlé du payoff ratio. Ou alors c'est la cible, donc le résultat du trade, on va dire take profit, divisé par le stop loss. Et dans ce cas-là, on parle de reward ratio. Donc au lieu de faire pourcentage de gain multiplié par TP moins pourcentage de perte multiplié par stop loss, ou la même chose mais multiplié par gain moyen et perte moyenne, ben on fait tout ça directement sous forme de ratio. Et donc on obtient pourcentage de gain multiplié par P moins pourcentage de perte. Et le stratège, il doit jouer sur ces variables pour maximiser l'espérance de gain. C'est-à-dire que, on va le voir, les espérances de gain des fois vont être élevées, faibles, négatives, positives. Elles vont changer. Et le but du stratège, c'est d'avoir toujours une espérance de gain positive. Donc il y a des moments où, pour une stratégie, par exemple avec un petit stop et un grand take profit, il y a un moment où l'espérance de gain sera négative. Donc il va falloir adapter il va falloir adapter la valeur de P, c'est-à-dire il va falloir peut-être agrandir le stop loss ou diminuer le take profit, donc ça va modifier la valeur de P pour augmenter le taux de réussite et donc pour maintenir une espérance de gain positive. Alors, premier exemple. Alors ici on a une tendance neutre. Je vous ai mis ici, bon c'est le mouvement principal, je vous expliquerai après c'est que le mouvement principal, mais en gros c'est la tendance neutre. Donc on a le début qui est là et la fin qui est donc ici. On voit que la tendance neutre se termine d'ailleurs par une sortie haussière. Alors l'espérance de gain, pour rappel, se calcule avec P et le pourcentage de taux de réussite. Donc l'espérance de gain va évoluer en fonction de ces deux variables. Et comme on l'a dit dans la vidéo sur l'avantage statistique, la valeur du taux de réussite, donc la valeur de pourcentage W, va dépendre de la valeur de P. Donc la valeur de P, c'est le fameux ratio entre le take profit et le stop loss. Et comme on l'a expliqué, de l'endroit où le trader va rentrer et de la valeur du stop loss, vous vous rappelez de la taille, plus le stop loss est petit, plus le taux de réussite est peut-être plus petit parce que on a plus de chances de se faire taper le stop, etc. Et également du sens. Bon, tout ça on l'a expliqué dans la vidéo de l'avantage. Alors ici, on va utiliser une tactique qui va être de avoir une petite cible et un grand stop, c'est-à-dire on rentrerait ici avec cet objectif de gain. Par exemple, ça ferait, je sais pas moi, 10 pips. Et cet objectif de perte qui ferait par exemple 20 pips. Donc par exemple, on a ici un stop loss. Ici, le take profit. On a donc 20 pips et 10 pips. On divise 10 par 20 et on obtient 0,5. Donc ça veut dire que la valeur du ratio entre notre take profit et notre stop loss, elle est de 0,5. Ça veut dire qu'on a une valeur de P qui est petite, parce que c'est petit quand c'est inférieur à 0,75 voire à 1. Ça commence à être élevé au-dessus de 1,25. Alors comment va évoluer notre taux de réussite déjà, parce que c'est ça qui va nous intéresser, lorsque l'on rentre de cette sorte-là. Alors on l'a vu tout à l'heure, comment on calcule le taux de réussite en fonction des entrées. Alors imaginons,
un trader qui veuille rentrer ici à la vente. Il met donc son stop loss et son take profit. On voit que le stop loss ne se fait pas toucher. Alors rappelez-vous ce qu'on a dit dans la première vidéo. On a dit que on allait parier sur la continuation de la tendance neutre. Si on parie sur la continuation de la tendance neutre et également de ses composantes, ça veut dire que le niveau extrême de l'oscillation, donc la zone de résistance, ne sera pas cassé. Donc si je mets mon stop loss là-haut, c'est-à-dire en dehors du range, si et seulement si, vous vous rappelez la logique du si et seulement si et seulement si ma tendance neutre continue, dans les mêmes proportions, mon stop loss ne sera pas touché. Regardez, le stop loss finalement n'est touché, ne serait touché qu'à la fin, puisqu'à la fin on a une sortie haussière. C'est-à-dire qu'à la fin, la tendance neutre ne continue pas. Mais tant que la tendance neutre continue, en ayant mis une position à la vente et un stop loss en dehors de mon range, je suis protégé. Alors l'idée c'est de voir à chaque fois la probabilité de gain ou de perte d'un trader qui rentrerait comme ça avec un stop de 20 points par exemple et une cible de 10 points en fonction de l'endroit où il va rentrer. Donc imaginons qu'il rentre un peu plus bas, il rentrerait ici. Donc pareil, stop loss, take profit. Là on voit que le stop loss est toujours placé en dehors du range, il est au-dessus de la tendance neutre. Imaginons qu'il continue, qu'il rentre un peu plus bas, il rentre ici, avec un stop loss là et un take profit ici. Alors là on voit que le stop loss, maintenant il est à l'intérieur de la tendance neutre. Et imaginons qu'il rentre ensuite tout en bas, toujours pareil, stop loss ici, take profit ici. Bon, on va pas faire toute la tendance, imaginons maintenant qu'il rentre à la fin, pareil, il rentre au même endroit qu'au début, sauf que bien évidemment, on ne sait pas à l'avance que ça va casser à la hausse, donc il rentre ici, avec donc un stop loss ici et un take profit à ce niveau-là. Alors ce qui nous intéresse maintenant, c'est quel est le taux de réussite, quelle est la valeur du taux de réussite théorique, et n'oubliez pas c'est un taux de réussite théorique, en fonction de l'endroit où on est rentré, puisque vous vous rappelez, on a dit que le taux de réussite dépend de la valeur de P, donc du ratio entre le stop loss et le take profit, de l'endroit où le trader rentre. Là par exemple il y a eu différents endroits. Un coup le trader est rentré en haut du range, un coup il est rentré en bas, un coup il est rentré au milieu, à la vente. Alors j'ai pas fait l'achat mais bien évidemment c'est l'inverse, on va voir ça après. Et puis également du sens, puisque là il est rentré à la vente. Et là également il est rentré à la vente. Peut-être que s'il était rentré à l'achat, le taux de réussite aurait été différent. Alors bon, étudions ça. Alors je dessine un graphique avec donc deux lignes qui représentent 100% et 50%. Alors, le premier taux de réussite que je vais définir, que je vais dessiner, il est complètement théorique. Alors, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que j'ai un taux de réussite de 100%, on est bien à 100%, puisque sur mon exemple, à chaque fois, mon take profit, qui est donc ici, ici et ici, ont été touchés avant que mon stop loss ne le soit. À part ici, c'est pour ça qu'ici on a un taux de réussite de 0%, où finalement mon take profit n'est pas touché et je sortirai en perte. Alors là vous remarquez qu'on utilise l'approche reward ratio. Bien évidemment on pourrait faire la même approche avec l'approche payoff ratio, mais bon ça serait un peu plus complexe et de toute façon on développera l'approche du payoff ratio dans les cours de perfectionnement. Donc le problème de ce taux de réussite, c'est que c'est un taux de réussite hyper théorique, quoi. 100%, 0%, 100%, 0%. Vous imaginez bien que si c'était tout le temps comme ça, on n'aurait plus besoin de trader. Bien évidemment, la réalité des marchés est différente. Si on devait tracer quelque chose qui serait beaucoup plus probable, ça ressemblerait plutôt à ça. Alors pourquoi? Parce que il ne faut pas oublier qu'on n'est pas que dans une approche statistique, il y a aussi une approche comportementale. Et il ne faut pas oublier ce qu'on a dit tout à l'heure sur les ranges. On a dit qu'il y avait trois zones, vous vous rappelez? Il y a la zone supérieure, la zone médiane et la zone inférieure. Les zones supérieures et inférieures, qui sont donc des zones extrêmes, sont des zones pauvres en volume, où justement le marché va se retourner, parce qu'il y a une absence de volume d'un des deux côtés. Pour faire quoi? Pour revenir à son prix d'équilibre, le prix d'équilibre qui est donc plus ou moins le milieu du range. Et le prix d'équilibre, il y a de forts volumes. Ce qui veut dire que sur les bandes extérieures, on a des mouvements qui sont relativement rapides, fluides, et au milieu, on a beaucoup de volume, donc des fois, on a des mouvements un peu plus chaotiques. Donc en fait, avec un stop loss de 20 points, on a plus de chances
de gagner plus on rentre haut dans la tendance neutre si on est vendeur, ou plus on rentre bas dans la tendance neutre si on est acheteur, que si on rentrait en plein milieu. Parce que quand on rentre en plein milieu, on va avoir affaire à des zones de volume qui sont importantes et qui peuvent faire que le mouvement soit complètement chaotique. C'est-à-dire que bien évidemment on n'aura pas ces magnifiques sinusoïdales, hein, une tendance neutre, hein, vous l'avez vu, c'est des bougies de partout, bref, ça on verra ça plus tard dans les cas pratiques. Mais tout ça pour dire que eh ben, au milieu, les taux de réussite sont moins évidents. C'est pour ça que je l'ai fait finalement chuter comme ça. Bon, alors, ça reste quand même des tracés théoriques. Alors maintenant, je vous avais dit que la valeur du taux de réussite, donc là on l'a vu, ça dépend de l'endroit et du sens où on va rentrer. Pourquoi? Parce que si vous entrez ici, ici ou ici, on remarque que le taux de réussite est élevé. Parce qu'on est rentré à la vente, donc le sens vendeur, et on est rentré en haut du range, donc l'endroit est en haut du range. On remarque que quand on rentre à la vente et en bas du range, c'est catastrophique, on est à quasiment 0%. Donc le pourcentage de taux de réussite dépend de ça. Mais il va dépendre également de P, c'est-à-dire de la valeur du comment s'appelle du ratio, pardon, la valeur du ratio entre le take profit et le stop loss. Et comme on l'a démontré, comme on l'a expliqué dans la vidéo sur l'avantage statistique, plus votre stop loss est petit et plus les probabilités qu'il se fasse toucher sont grandes. Et ça veut dire que plus le rapport entre, donc le ratio entre le take profit et le stop loss est petit, et plus le taux de réussite augmente. Par exemple, là, on a 0,5 de ratio. C'est-à-dire qu'en gros, on a une cible à 10, à 10 de gain, et on a une cible en perte à moins 20. Si on augmentait ce ratio, eh ben on aurait plus de chances de gagner. Alors imaginons qu'on augmente un tout petit peu le stop loss. Voilà, donc, on met un stop loss, vous voyez, ça a bougé, je ne sais pas si vous avez vu. L'animation était magnifique, c'était ici. Voilà, pareil, le stop loss est un peu augmenté. Et là, le stop loss est un peu augmenté. À quoi va ressembler du coup maintenant le taux de réussite? Ben, il va être légèrement plus grand. Il va plutôt ressembler à ça. Qu'est-ce qui se passe si je continue encore de l'augmenter? Donc je le mettrai jusqu'ici, jusqu'ici et jusqu'ici. Et bien comme maintenant j'augmente encore plus mon stop loss, sans toucher à mon take profit, hein, mon take profit est resté au même endroit, on est toujours avec des petits gains, et bien mon taux de réussite a encore augmenté. Mais il y a toujours un moment où je suis à zéro, parce que à la fin je me fais quand même sortir. Alors imaginons maintenant une autre approche, où au lieu de mettre un petit stop comme ça à chaque fois qui est fixe, on utiliserait un stop loss variable, qui serait tout le temps en dehors du range. C'est-à-dire qu'on mettrait le stop loss ici, ici et ici. À quoi ressemblerait le taux de réussite? Eh bien, le taux de réussite ressemblerait à ça. 100% de taux de réussite. Alors tout ça c'est rhétorique, n'oubliez pas. Alors pourquoi 100% de taux de réussite? Même quand je rentre en bas du mouvement. Et parce que quand je rentre en bas du mouvement, quand le prix va remonter, vu que mon stop loss sera tout le temps placé en dehors du range, et que vu que je parie sur le fait que le range se poursuive, donc la tendance neutre se poursuive, l'accumulation se poursuive, ça veut dire que les oscillations vont continuer avec les mêmes hauteurs, mon stop loss ne sera pas touché. Et après, quand ça redescendra, eh ben, j'aurai l'occasion de clôturer mon trade en gain. Donc finalement, en mettant un stop loss en dehors du range, et en théorie, notre taux de réussite sera fixe à quasiment 100%. Alors j'ai mis quasiment parce que j'ai pas envie non plus de mettre 100%, puis j'ai envie que ce soit un peu proche de l'arrêté, donc j'ai mis 95%. Sauf à la fin, où bien évidemment, comme on a une sortie haussière, dans tous les cas, peu importe le tableau, on se fait avoir. Hein. Peu importe la taille de votre stop loss, c'est pour votre pomme. C'est Bibi qui paye. D'accord? Ça veut dire que de ce graphique, on peut déduire deux choses. Si on met un stop loss qu'on appellerait logique, c'est-à-dire un stop loss qui respecte le si et seulement si. Parce que si et seulement si la tendance neutre continue, les niveaux de support et de résistance ne seront pas cassés. Donc si je mets un stop loss qui respecte le si et seulement si, eh ben, mon stop loss ne pourra pas être touché, à part lorsque 1. Ma tendance neutre va s'arrêter et sortir à la hausse par exemple. Bon là c'est parce que c'est un exemple haussier. Si c'était sorti à la baisse, hein, c'était banco, hein, c'était 100% du début à la fin.
Et la deuxième possibilité, bien évidemment, bon, c'est le mouvement un peu chaotique, hein. Des fois, le mouvement, le prix, hein, il n'est pas aussi beau que ça. Donc, des fois, on a des mèches qui vont toucher des stops et tout. Tout ça, ça fait partie, malheureusement, des sales petits coups auxquels on fera affaire. Mais on verra tout ça plus tard, comment traiter ce genre de cas. Alors, j'ai fait que pour un scénario vendeur. Bon, pour un scénario acheteur, grosso modo, la courbe aurait été bien évidemment complètement opposée, hein. Quand on est gagnant à la vente, on est perdant à l'achat, et quand on est gagnant à l'achat, on est perdant à la vente. Donc du coup, c'est l'exact opposé. Donc ça, ce serait pour le premier cas, hein, avec un stop loss à 20 et un gain à 10. Et puis ben, pour le deuxième cas, enfin le dernier cas, pardon, avec un stop loss logique, c'est-à-dire un stop loss en dehors de la tendance neutre, ça ressemblerait à ça. Donc tout le temps à 100%. Et donc je disais, quelles sont les deux choses du coup que l'on apprend? Ben, un, qu'un stop loss en dehors du range nous garantit un fort taux de réussite. Et que deux, plus on s'approche de la fin de la tendance, et plus la stratégie va générer de pertes. Après, ça dépendra. Là, on a le cas d'une sortie haussière. Donc ceux qui avaient parié sur la hausse, ben, ils sont contents. Ceux qui avaient parié sur la baisse, ben, ils font la gueule. Alors, autre exemple ici. Bon, ça se déroule tout seul. Donc là, vous voyez la différence. On va essayer de chercher le maximum qui a à gagner. C'est-à-dire que tout à l'heure, on prenait uniquement des petits gains. Là, avec le même stop loss tout d'abord, on va essayer de chercher beaucoup plus. Donc dans cet exemple, la tactique c'est d'avoir une plus grande cible pour profiter au maximum de l'oscillation. Ce qui ferait on irait plus vers l'approche entre guillemets payoff ratio. Bon, c'est pas vraiment approche rear ratio payoff ratio. C'est juste pour donner un exemple que là en fait on va essayer de profiter du maximum de l'oscillation. On sait à l'avance quelle est la taille plus ou moins de l'oscillation, parce qu'on est dans une tendance neutre et que vous vous rappelez, les oscillations sont plus ou moins équitables autour du niveau d'équilibre. Par contre, on a un stop loss qui est au beau milieu. Donc du coup, on va avoir le même problème que pour le cas précédent. C'est-à-dire que on va tracer d'abord un 100%, 50%. Donc on va avoir un taux de réussite qui va faire ça. Alors vous allez dire, ah, il n'y a pas de différence avec le taux de réussite d'avant, c'est parce qu'ils ne sont pas superposés. Alors le taux de réussite en fait est plus bas et va plus rapidement dans la zone basse. Pourquoi? Parce que tout à l'heure, on avait un petit take profit. Donc les probabilités pour que ce take profit soit touché étaient plus grandes que là. Parce que maintenant, on a un grand take profit. Vous vous rappelez ce qu'on avait dit dans la vidéo sur l'avantage statistique? On avait montré que plus on restait longtemps exposé au marché, et plus on avait de risques de ne pas toucher notre objectif. Quelqu'un qui rentre ici et qui vise ce gain, il a plus de chances de gagner que quelqu'un qui visera ce gain, ou encore le gain qui est ici. Donc on a un taux de réussite qui est quand même plus faible, même si ça se voit pas, et surtout qui descend plus rapidement sous les 50 et puis au niveau des 0%. Alors, autre type d'approche avec la même chose, mais cette fois-ci un stop loss logique. Vous vous rappelez, c'est-à-dire le stop loss qui est placé en dehors de la tendance neutre. Et bien là, on va avoir le même résultat. Un taux de réussite stable et très haut. Alors c'est intéressant parce que du coup on remarque que finalement, avec un petit stop et une grosse cible, on a un taux de réussite qui est inférieur à un petit stop et une petite cible. Mais par contre, pour grand stop et grande cible, ici, on a la même probabilité finalement. Et c'est normal, puisque, encore une fois, si et seulement si la tendance neutre se poursuit, des stop loss ici ne peuvent pas être touchés. Donc peu importe la cible, on touchera notre cible à un moment donné. Encore une fois, tant que la tendance neutre se poursuit. Alors j'espère que vous avez bien compris du coup les exemples ici et comment est-ce qu'on a calculé le taux de réussite. Alors pour ceux pour lesquels c'est encore vague, je refais un petit dernier barreau d'honneur et puis au pire vous pouvez revoir la vidéo bien sûr autant de fois que vous voulez. Donc en fait on a estimé que en rentrant à la vente ici et en ayant une cible ici et un stop loss en dehors du range, et bien puisque on se base encore une fois sur la logique du si et seulement si la tendance neutre continue avec des composantes qui ne vont pas changer, ben le stop loss ne peut pas être touché. Donc forcément, peu importe l'endroit où je vais rentrer, que je rentre ici. Imaginons que je rentre ici à la vente. D'accord, je vends. J'essaie de gagner, je cible ce gain-là. Et je mets un stop loss là-haut. Mais je vais être perdant, 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 perdant. Puis ça va redescendre. Et puis au bout d'un moment, hop, je vais pouvoir clôturer et faire un gain. Donc j'ai eu 100% de taux de réussite. Alors, autre chose qui va nous intéresser. L'équilibre. Alors pas l'équilibre du range, hein,
mais l'équilibre dans notre stratégie, c'est-à-dire le break-even. Donc pour être à l'équilibre, donc break-even, ça veut dire que le trader ne doit être ni gagnant ni perdant. Le trader doit respecter les ratios qui sont dans le tableau de gauche. Alors comment lire tout ça? Alors E de x égale 0, c'est-à-dire que pour que E de x égale 0, avec une valeur de P, c'est-à-dire, je rappelle que P c'est c'est le ratio qui existe entre votre take profit et votre stop loss. Donc s'il est égal à 0,11, vous avez besoin d'un taux de réussite de 90% pour être à l'équilibre. Alors comment est-ce qu'on fait pour trouver les 90%? Ben, on fait 1 divisé par P plus 1. Bon, je ne vais pas vous démontrer le calcul, faites-moi confiance. Et puis pour ceux que ça intéresse, c'est bah, démontrez-le vous-même. Donc 0,11, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en gros, on aurait un stop loss de 100 pips, 100 pips de stop loss, pour un take profit de 11 pips. C'est-à-dire qu'en gros, on a quasiment 10 fois, on risque 10 fois ce que l'on veut gagner. Donc pour ça, pour être à l'équilibre, on a besoin d'avoir un taux de réussite très grand. On a besoin d'avoir raison 9 fois sur 10. Ça me semble assez logique, puisque si dans 9 cas, vous gagnez 10 euros, bon, en l'occurrence si c'est 11 euros, donc si dans 9 cas vous gagnez 11 euros, vous aurez donc gagné 99 euros. Et si ensuite dans le cas restant vous perdez 100 euros, bon bah vous serez à moins 1. Alors là c'est à cause des arrondis comme d'habitude, hein, bien évidemment. Ok, vous comprenez le calcul? L'idée c'est de se dire, ben voilà, on calcule l'espérance de gain, donc je rappelle que l'espérance de gain c'est le pourcentage taux de réussite, donc 90%, multiplié par, alors P, bon je vais vous le refaire, vous rappelez, c'est les gains et les pertes, donc fois 11, moins le taux de perte, donc ici ce serait 10%, fois eh ben 100, puisqu'on risque 100 euros. Voilà, 100. Et bien quand on fait ça, on trouverait à peu près 0. Et donc on fait la même chose pour absolument tout. Par exemple, pour 0,18 de P, il faudrait un taux de réussite de 85% pour être à l'équilibre. 0,25, c'est-à-dire par exemple un stop loss de 4 pardon, et un take profit de 1. En tout cas 4 fois. C'est-à-dire qu'ici le stop loss est 4 fois plus grand que le take profit. Ici il est 3 fois plus grand, stop loss 3 fois plus grand. 0,4, 0,5, etc. On voit que quand on passe à un pourcentage, enfin un P qui est à 1, ben bien évidemment on n'a plus besoin que de 50%. Pourquoi? Ben, si vous avez un ratio de 1, c'est-à-dire que vous gagnez autant que ce que vous allez risquer, ben c'est un peu comme un lancer de pile ou face, quoi, hein. Vous avez 50% de chance, enfin pour être à l'équilibre, il faut que dans un cas sur deux vous gagnez ou vous perdez. Parce que si dans un cas sur deux vous gagnez 10 euros et que dans un cas sur deux vous perdez 10 euros, ben, à la fin vous êtes à 0. Et ainsi de suite. Et on voit que plus P est grand, et moins on a besoin d'avoir raison longtemps. Par exemple, si vous avez un objectif de gain 4 fois plus grand que votre stop, c'est-à-dire avec un P qui est égal à 4, vous n'avez besoin que de gagner qu'une fois sur 5, dans 20% des cas, pour être à l'équilibre. C'est-à-dire que sur 10 trades, si vous n'en sortez que 2 gagnants, c'est bon, c'est banco, vous êtes à l'équilibre, vous n'avez pas perdu d'argent. Du coup, ça veut dire également que tous les trades au-dessus de ces 20%, ben c'est du bonus. Si vous avez 25% de taux de réussite avec un P qui est égal à 4, c'est bon, ça paye les vacances. Alors je vous ai représenté ici les zones, alors je l'ai mis en gras, hein. Voilà. Donc je vous ai représenté ici les zones qui correspondent en fait aux parties où l'espérance de gain est positive. Alors comment est-ce que j'ai créé cette zone? Ben, c'est simple. Ici, vous vous rappelez, il y avait plus ou moins un ratio de 0,5, hein. Il y avait un gain de 10 pips pour un risque de 20 pips. Ok. Donc c'est quasiment 0,53. Alors pourquoi 0,53? Bon, bah, par exemple, si on rajoute un peu le spread, non, je rigole, en fait, c'est surtout parce que j'avais envie que ce soit pile des chiffres ronds, hein, 70%, 105%, etc. Donc, on va dire que quand je suis à 65% de taux de réussite, que j'ai identifié ici, je suis à l'équilibre. C'est-à-dire que tant que ma courbe rouge, hein, qui est mon pourcentage taux de réussite, est au-dessus de cette zone, je suis à l'équilibre. Puisque ici j'ai un taux de réussite de 80%, 90%, 80%, etc. Dès que mon taux de réussite chute sous la barre des 65%, je serai en négatif.
Donc en jaune, en fait, qu'est-ce que c'est? Eh ben, ça correspond aux périodes dans lesquelles mon taux de réussite est au-dessus des 65%. Voilà, tout simplement. Donc en fait, le stratège, n'oubliez pas qu'il doit regarder les marchés d'une certaine manière. Mais ça, c'est la première chose à laquelle il doit penser également. Vous vous rappelez, on avait vu que le stratège doit voir les marchés avec une sorte de flèche dégradée qui va du vert au rouge, le rouge symbolisant la fin possible et le vert le début. La deuxième chose, la deuxième manière dont il doit regarder les marchés, le stratège, c'est ça. C'est de se représenter des zones dans un marché qui correspondent à une espérance de gain de zéro. C'est-à-dire en gros ni gain ni perte. Ça veut dire que tous les trades qui seront pris en gros ici, quoi, tant que l'espérance de gain, enfin le taux de réussite pardon, est au-dessus de 65%, mais ça veut dire qu'on gagne de l'argent. Alors combien on gagne d'argent? Alors là je vous ai représenté en gros les quatre tactiques qu'on a étudiées. Donc la première elle est ici, avec un P fixe et un taux de réussite variable. Alors ça veut dire quoi? Donc P, je rappelle que c'est le rapport qui existe entre le stop loss et le take profit. Donc là, P il est fixe puisque à chaque trade on a en gros 0,5. Alors là je vous ai affiché le taux de réussite pour 0,5. Vous vous rappelez que plus le P était petit et plus le taux de réussite augmentait. Hein. Bon, je vous ai également représenté les achats. Mais on va s'intéresser qu'aux ventes. Hein. Alors, pour l'instant, tous les tracés qu'on a fait, n'oubliez pas, ça ne correspondait que aux ventes. Et bien évidemment, pour l'achat, il suffit de faire l'inverse. Et donc, n'importe qui aurait compris qu'il faut donc vendre dans la partie baissière. Et puis, dès que le taux de réussite est plus intéressant à l'achat, bah, il faut acheter, et puis ensuite vendre, et puis acheter, vendre. Hein. C'est du yo-yo. Hein. Bon, ça, on le verra plus tard dans l'application des stratégies. Alors, on a donc ce cas-là, le premier. Ensuite, on avait vu le cas, alors c'est lequel? C'est le cas ici. Alors, avec une petite cible, hein, un petit gain, mais par contre un stop loss logique, c'est-à-dire un stop loss qui est en dehors de la tendance neutre. Après, on avait vu ce cas-là, où on a un petit stop et un gain qui va essayer d'exploiter tout le mouvement. Et enfin, on avait celui-ci. Et je vous ai remis les taux de réussite. Donc là, on a un taux de réussite en vague, hein, qui est une sinusoïdale, parce qu'à chaque fois, comme le stop loss est à l'intérieur du range, ben, on a des risques de se faire toucher. Et plus on rentre bas à la vente, et plus le taux de réussite est bas. Et plus on rentre haut à l'achat, et plus le taux de réussite est bas. Regardez, quelqu'un qui achèterait ici, d'accord? Il a un taux de réussite de 95%, avec un stop loss en dehors du range. Et plus on s'enfonce à la hausse, et plus le taux de réussite chute jusqu'à ce que l'on arrive en haut et qu'on soit à 0%. Par contre, en haut, c'est les ventes qui sont à 100%, etc. Là, on voit, alors je ne sais pas si vous voyez bien, mais regardez la différence. On voit que le taux de réussite ici décélère beaucoup plus rapidement. Hein. La pente est quand même plus rapide. Et puis ici, on a les deux cas où on a un stop loss logique, donc on a un taux de réussite très élevé, sauf à la fin où ça se casse la gueule parce que ça sort à la hausse, sauf quand on est acheteur, et là, quand on est acheteur, on est peinard. Alors, cette courbe bleue représente la fameuse espérance de gain. Donc je rappelle que le calcul de l'espérance de gain, je ne sais pas si j'ai besoin de le redire, mais on ne sait jamais. Donc E est égal au taux de réussite multiplié par P moins le taux de perte. Donc cette courbe bleue, qu'est-ce que c'est? N'oubliez pas qu'on avait ici, par exemple, un P qui est égal à 0,53. D'accord, je vous l'ai mis dans le tableau. Ici, on a un P qui est égal à 0,53. Donc en fait, j'ai tout simplement multiplié le taux de réussite par 0,53 et ensuite je l'ai soustrait au taux de perte. Donc par exemple, lorsqu'on a ici un taux de réussite de 100%, on obtient un reward ratio, enfin une espérance de gain, pardon, de 0,53. Logique. 100% fois 0,53 moins 0%. Puisque quand on est là-haut, on a un taux de réussite de 100%, parce que pour rappel, le stop loss il est en dehors du range. Donc on a une espérance de gain de 0,53. Donc à chaque fois qu'on avait un taux de réussite de 100%, c'est-à-dire ici, ici et ici, mon espérance de gain est au maximum. Elle est ici. Et ici c'est 0,53. Quand on a un taux de réussite de 85%, c'est-à-dire en gros à peu près ici, on a une espérance de gain de 0,3. Donc en gros, là on est à peu près à 0,3. Quand on a un taux de réussite de 70%, on est quasiment à 0,
on a un taux de réussite de 0,07. Donc on est à peu près ici. Et quand on a un taux de réussite de 55%, bah là on est en négatif, on est donc à moins 0,16. Ça veut dire que lorsque ma courbe rouge qui représente mon taux de réussite est sous mon niveau de 50%, bah on est déjà bien négatif, on est à moins 0,16. Donc c'est comme ça qu'il faut lire le tableau. Ok? Donc je répète, pour un P qui est égal à 0,53, qui est fixe, le taux de variable, lui, est variable. Donc forcément, puisque P ne bouge pas, mais que le taux de réussite, oui, bah, l'espérance de gain suit exactement ou presque ma courbe. Alors n'oubliez pas, ici, je n'ai représenté que la vente. Hein. Matérialisez-vous bien que l'achat aurait été opposé et qu'à la fin, vu que la tendance neutre part à la hausse, bah forcément, on fera un gain et non pas une perte. Tout ça, on le traitera dans la partie mise en œuvre, parce qu'on essaiera de voir, bah oui, mais comment est-ce que je fais pour savoir que ça va partir à la hausse ou à la baisse. Ok? Bien compris? Donc on remarque d'ailleurs également les zones dans lesquelles l'espérance de gain est au-dessus de 0. Alors je vous rappelle, c'est ce qu'on a calculé tout à l'heure. Donc pour être à 0, avec un P qui est égal à 0,53, il faut un taux de réussite de 65%. Bon là par exemple, j'ai mis pour 0,50, il faut 66%. D'accord? 1 divisé par P plus 1. Ce qui veut dire que quand, tout à l'heure vous vous rappelez, j'avais tracé un trait jaune qui représentait sur le graphique directement la zone pour laquelle on avait une espérance de gain supérieure à 0. Bah là on peut la voir également. C'est lorsque ma courbe bleue passe sous le 0. Ça coïncide exactement à lorsque ma courbe rouge passe sous 65%. Donc voilà comment lire le graphique. Et cette courbe bleue là, il faut que le stratège se la représente dans la tête. C'est-à-dire que quand je veux que maintenant, lorsque vous verrez une tendance neutre, vous vous représentiez tout ça. Cette courbe bleue, c'est la courbe la plus importante. Et pour être capable de se représenter la courbe bleue, il faut donc être d'abord capable de se représenter les courbes rouges et vertes. Et pour être capable de se représenter les courbes rouges et vertes, il faut être capable de comprendre tout ce qu'on a expliqué sur P, la valeur de P, l'influence du taux de réussite sur l'endroit où l'on rentre, sur la taille du stop, sur le ratio entre le stop et le take profit, etc. De toute façon, les exercices après qui vous seront proposés seront là pour vous entraîner à ce que vous ayez cette vision-là. D'accord? N'oubliez pas, le stratège doit avoir cette vision bleue, plus la fameuse flèche qui va du rouge au vert. Pourquoi? Parce que regardez, quand on est à la fin du mouvement, la stratégie commence à perdre. Donc, bien évidemment, le stratège il doit être capable de savoir quand le mouvement peut se terminer. Pour éviter quoi? Pour éviter de prendre des trades. Si, quand on est ici, on sait que le mouvement va s'arrêter bientôt, mais il n'y a aucun intérêt à prendre des trades à la vente, ni à l'achat d'ailleurs. Bon, à part si on pense que ça partira à l'achat. Ça, c'est un autre problème qu'on développera plus tard. Donc c'est pour ça que là, le mouvement principal, ça a une forme de flèche. Ça veut dire que plus on est vers la flèche ici, plus on est vers la fin. Ok? Alors deuxième exemple ici. Là on a un P et un taux de réussite variable. Alors pourquoi P est variable? Parce que rappelez-vous, on a un stop loss lui qui ne bouge pas, par exemple toujours à 1 pips, mais par contre ici on a un take profit. Par exemple là, je sais pas moi, de 30 points ou 40, ici de 30 points, ici de 10 points et ici de 5 points. Donc on a bien un P qui est variable et également le taux de réussite. À quoi va ressembler comment on appelle ça à quoi va ressembler l'espérance de gain? À ça. Alors on voit que c'est kiff-kiff, hein, il y a des oscillations autour de 0. Sauf que là, il y a une petite différence, on voit qu'on va très haut quand même, on va à 2 d'espérance de gain. Alors pourquoi? Parce que je suis parti du principe qu'en fait, quand on rentrait à la vente là-haut, on essayait de gagner 2 fois ce que l'on risquait. Donc le résultat de l'espérance de gain, par exemple, quand on est là-haut, on a vu, Alors, j'ai considéré qu'on avait un taux de réussite de 95% pour pas non plus faire 100%, ça fait un peu bizarre. Donc quand on est là-haut, on a 95% de taux de réussite. Et on a une valeur de P qui est égale à 2. C'est-à-dire qu'ici, on a une cible, donc un take profit, 2 fois plus grand que notre stop loss. Donc notre espérance de gain, c'est 1,85. Et rappelez-vous, l'espérance de gain, c'est ce que l'on s'apprête, ce que l'on s'attend à gagner. Alors là, vu qu'on est parti sur des ratios, vous allez me dire, ouais, mais je vois plus trop le rapport là avec l'espérance de gain. Mais c'est pas compliqué. Si vous risquez 100 euros par trade, et que vous avez une espérance de gain de 1,85, ça veut dire que vous vous attendez à gagner 185 euros. En fait, pour le trading, il faut multiplier la valeur de l'espérance de gain par le risque que vous avez pris.
Si vous avez risqué 1 euro, vous vous attendez à gagner 1,85 €. Ça veut dire que si je prends 10 trades à la vente dans ces endroits-là, avec un P de 2 et un risque de 100, eh ben je m'attendrai donc à gagner 185 € par trade, donc 1850 € sur mes 10 trades. Ok? Bon, ensuite, quand on descend un peu, on a un taux de réussite qui chute à 80%, par exemple. On voit également que on va gagner moins que tout à l'heure, puisqu'on rentre plus bas. Donc par exemple, j'ai mis 1,5, donc on gagne 1,5 fois ce que l'on a risqué. Donc là, on est du coup à une espérance de gain de 1. On est donc ici à 1. Quand on a 65% de taux de réussite, on a quasiment un rapport de 1, c'est-à-dire qu'on va risquer l'équivalent de ce que l'on va gagner. On a donc un reward ratio de 0,30, donc on est toujours positif. Et en fait, on commence à être négatif quand on a plus que 50% de chance. Encore une fois, c'est un exemple théorique. Et donc, pour rappel, en fonction de la valeur de P, qu'on peut faire varier, on a donc pour une valeur de P de 0,25 un besoin d'avoir raison dans 80% des cas, et quand on a un P de 1,86, on a besoin d'avoir raison dans 35% des cas pour être à l'équilibre. Alors pourquoi est-ce que je vous montre ce tableau? Parce que comme ici P va varier à chaque fois, je vous montre, voilà, pour chaque valeur de P différente, quel taux de réussite vous avez besoin d'avoir. Ça veut dire que pour une valeur de P à 1, mais que vous prenez trop bas, vous savez, on l'a dit tout à l'heure, que quand vous êtes trop bas, vous êtes sans doute très proche de la fin, que le mouvement va remonter, parce qu'on est dans une tendance neutre, il va y avoir du yo-yo, pardon, et que donc vous allez perdre bien souvent ici, peu importe que votre P soit à 1. Donc si vous utilisez un P de 1, il faut avoir un taux de réussite supérieur à 50%, donc il faudrait plutôt trader en haut ou dans la partie supérieure du range et éviter la partie basse. C'est comme ça qu'il faut le lire. Alors, autre possibilité. Bon, j'ai fait du gros caca entre deux, c'est pas grave. Donc P variable et taux de réussite fixe, c'est-à-dire que là P est variable. Pourquoi? Regardez, le stop loss ici, il est variable. Le gain, il est variable. Donc P est variable. P n'est jamais le même. Ici, par exemple, on a un P de 2 ou de 3. Ici, on a un P de 1. Ici, on a un P de 0, 2, un truc comme ça. Par contre, le taux de réussite, comme on met le stop loss en dehors du range, si et seulement si la tendance neutre continue, on ne sera pas touché. N'oubliez pas ce si et seulement si. Et du coup, on va avoir une espérance de gain qui sera comme ça. Alors vous allez me dire, quelle est la différence? Regardez, on va jamais sous le zéro. À part à la fin, d'ailleurs j'ai fait une erreur, j'aurais dû aller sous 0 ici. Et je l'ai laissé au-dessus de 0. Donc prenez bien en compte que là il y a une erreur dans mon graphique. Alors pareil, pour un taux de réussite de 95%, je vous montre la valeur de l'espérance de gain. Donc c'est-à-dire que là vous vous attendez, on l'a fait tout à l'heure, gagner 185 pour un risque de 100 euros, 138 pour un risque de 100 euros, 90 euros pour un risque de 100 euros, etc. En fonction de la valeur de P. Mais comme ici le taux de réussite est tout le temps 95%, c'est-à-dire que quand on rentrera tout là-haut on a peut-être un P qui est égal à 2, donc on s'attend à gagner 185 euros. Quand on rentre par exemple ici, on a un P qui est ridiculement petit, 0,25 par exemple. Enfin non, quoique non, là 0,25, non, j'exagère un peu. Allez, on va dire que là on est à 1. On a toujours un taux de réussite de 95%, donc on s'attend à gagner 0,90. Donc là on est quasiment à 1 de valeur. Plus on descend dans le mouvement, c'est-à-dire quand on sera là par exemple le trade, on le voit, le take profit est tout petit par rapport au stop loss qui est gigantesque, donc on aura peut-être une valeur de 0,25, ça veut dire que le stop loss est 4 fois plus grand que le take profit, et donc l'espérance de gain sera que de 0,17. C'est-à-dire qu'en gros, lorsqu'on est dans les sommets, on s'attend à gagner 185 euros pour un risque de 100 euros, et quand on rentre tout en bas, on s'attendrait à gagner à peu près 17 euros pour un risque de 100 euros. Sauf quand? Sauf à la fin où on s'attend que faire des pertes, puisque quand on rentre ici, après on se fait toucher le stop loss, vu que la tendance ne continue pas. Et puis donc dernier exemple, qui est extrêmement simple également à comprendre. Alors du coup, on a le même tracé, sauf qu'il va moins haut. Pourquoi? Parce que la valeur de P ici est très basse. Puisque regardez, contrairement à l'exemple juste d'avant, ici on se contente de gagner que 10 points. Donc la valeur de P étant tout le temps plus petite, même si on a le même taux de réussite, l'espérance de gain forcément sera également plus petite. Donc on résume, 4 approches. Première approche, on est là-haut, P fixe, taux de réussite variable. C'est-à-dire qu'en gros, on a un stop loss qui est à l'intérieur du range. Donc on voit que l'espérance de gain au max elle monte à 0,53. Et puis on est quand même bien souvent dans le négatif. En gros, on gagne avec cette approche que quand on rentre le plus haut possible dans le mouvement. Alors après, bien évidemment, rappelez-vous, ça dépend de la valeur de P.
plus le stop loss est large, et plus on reste longtemps positif, et donc plus l'espérance de gain resterait longtemps en positif également. Deuxième approche, P taux de réussite variable. On voit que là finalement c'est là où on a les meilleurs résultats, puisqu'on s'attend à une espérance de 2 quand on est là-haut. Bon, par contre, on va également assez rapidement en négatif. Troisième approche ici, là on a le même intérêt, c'est-à-dire qu'on est à 2, donc exactement de la même manière quand on est tout là-haut. Par contre on descend rapidement, mais ce qu'il y a de bien c'est qu'on va jamais sous le zéro, c'est-à-dire que l'espérance de gain elle est tout le temps positive, sauf à la fin où le marché part à la hausse alors que nous on était vendeurs. Mais si on avait fait, si j'avais dessiné une courbe acheteuse, bien évidemment, la courbe aurait été l'exact inverse, hein. On aurait eu donc un truc comme ça, voilà, hein. Hop, et là, et ben là on serait resté là-haut. Et puis, alors que là normalement on est en négatif ici, hein. Et puis la dernière approche, avec donc un petit P et des cibles grandes. Donc on voit ici quels sont les résultats attendus par les approches. On voit qu'a priori ce qui nous intéresserait le plus, c'est la troisième approche, là, celle-là. Puisqu'on est quasiment tout le temps à zéro et on est quand même assez haut. Alors c'est vrai, sauf que des fois on gagne moins qu'ici, parce que, je ne sais pas si vous voyez, mais là, ça descend moins rapidement que ce cas-là. Donc c'est-à-dire que en fait, ici on a peut-être plutôt intérêt à trader cette stratégie, plutôt qu'à trader celle-là. Par contre, à partir d'un certain moment, comme ici on va passer en négatif, on a plus intérêt à trader cette stratégie que celle-là. En fait, chacune des stratégies a un intérêt à un moment donné. C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure que le rôle du stratège, c'est quoi? C'est d'utiliser toutes les méthodologies pour maximiser son espérance de gain. Si le stratège il fait tout le temps la même chose, c'est-à-dire ici, mais il va faire gain, perte ou alors gain, rien. Si par contre il mixe le tout, il va changer les stratégies. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il va utiliser cette stratégie. Après, il sait que la meilleure approche, c'est d'utiliser plutôt cette stratégie. Ensuite, il sait que ça sera plutôt celle-là. Et à la fin, il sait que ce sera plutôt celle-là. Enfin, vous voyez, il va pouvoir mixer en fait tout ça pour avoir une approche parfaite. Alors, bien évidemment, tout ça est très théorique, hein. Critique du modèle. Donc, le modèle d'évolution théorique de l'espérance de gain, comme son nom l'indique, c'est une évolution théorique. Parce que là, tout ce qu'on a tracé, c'est bien beau, mais n'oubliez pas qu'il y a plein de critères, il y a le sens, il y a le contexte global du marché également qu'il faudra prendre en considération. Tout ça, on essaiera de le développer dans la partie analyse. Il y a les valeurs des stops et tout, enfin tout ça, ça va être important. Puis des fois, il y a des mouvements où au milieu, donc dans la zone d'équilibre, c'est chaotique, et des fois en fait ça va tout droit. Donc c'est-à-dire que des fois en fait on a un taux de réussite assez élevé également dans le range. Donc c'était très théorique, mais c'est quand même très fidèle à la réalité. Donc il faut bien comprendre tous les exemples, il faut bien s'en imprégner et regarder plusieurs fois la vidéo, prenez des notes, posez des questions et faites les exercices. Donc comme je disais, le modèle d'évolution théorique, il est théorique. S'il est vrai que le marché, dans une tendance neutre, il est attiré par la zone d'équilibre, il y a des petits trucs qu'on n'entend pas parler, c'est que finalement, on avait dit que si et seulement si la tendance neutre continue, avec ces mêmes composantes, c'est-à-dire même volatilité, même support-résistance, tout est parfait. Le problème, c'est que, la zone d'équilibre, elle peut bouger. C'est-à-dire que la zone d'équilibre, en fait, elle va se préciser au fur et à mesure de l'évolution du range. Des fois, ça reste dans la même zone, c'est parfait. Des fois, la zone d'équilibre elle va se déporter vers la hausse, vers le haut. Des fois, elle va se déporter vers le bas. Des fois, elle va s'agrandir. Des fois, elle va se rétrécir. Ce qui fait que les oscillations peuvent se modifier. Des fois, les oscillations peuvent augmenter. C'est-à-dire qu'au début, on avait des oscillations de petite taille, et puis d'un coup, c'est des oscillations de grande taille. Du coup, quand on met notre stop loss en dehors du range, on se fait quand même toucher. Pour autant, on a toujours l'accumulation. Et donc tout ça, ça peut remettre en cause bien sûr le taux de réussite et P. Les mouvements ils peuvent être également, comme je dis, chaotiques, erratiques. Donc voilà, les tendances ça peut ressembler à ça. Et vous voyez ici que dans tous nos exemples, on se fait avoir. Même si on met un stop loss logique, c'est-à-dire un stop loss en dehors, ça sera difficile des fois d'atteindre nos objectifs. Et donc il faudra des fois revoir nos objectifs. Ce qui fait que, au lieu de rentrer là et d'essayer de sortir sur le point bas, il faudra qu'on sorte ici. Et puis après, quand on va rentrer là, il faudra qu'on sorte ici, ce qui fait que P va devenir de plus en plus petit. Ce qui fait que l'espérance de gain, au lieu d'avoir cette sinusoïdale quasiment parfaite qu'on avait dessinée, elle serait plutôt comme ça. De plus en plus petite. Alors ça restera gagnant, mais tout ça, ça sera des choses auxquelles il faudra penser.
Et le pire, ça sera ici, parce que là, on aura un taux de réussite qui sera quasiment proche de zéro, parce qu'à chaque fois, on se fera toucher le stop. Parce qu'en fait, là, ce serait le marché pour lequel, en fait, on aurait une tendance neutre, dont les oscillations sont de plus en plus grandes. En gros, elle fait de plus en plus petit, de plus en plus grande, ou un peu des deux, quoi. Donc voilà pourquoi le modèle reste théorique, et qu'il faut quand même avoir un esprit critique dessus, et bien comprendre qu'il va y avoir un passage entre la théorie et la pratique, et tout ça, ça va passer par l'analyste.